Bonjour. Cette vidéo est consacrée aux enfants français ayant été transplantés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine de 1962 à 1984. Cette migration s'est faite soit avec le consentement non éclairé de leurs parents, c'est-à-dire des parents qui ont été trompés sur le dispositif mis en place, d'où le titre de cette vidéo, soit des enfants orphelins ou abandonnés. Ils relevaient tous de l'aide sociale à l'enfance. Nous parlons ici de plus de 2000 enfants qui, pour la plupart, venaient de l'île de la Réunion. Ceux-ci sont connus sous le nom de « les enfants de la Creuse » parce qu'ils ont d'abord transité par le foyer de Guéret en Creuse. Des milliers d'enfants ont été placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, dans des fermes ou des institutions loin de chez eux. Selon les historiens Yvan Combeau et Sadel Fuma, le Tarn a accueilli 1202 enfants, la Creuse 187, le Gers 101, l'Hérault 71, la Lozère 62. Au total, plus de 60 départements sont concernés de 1963 à 1982. C'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Tout d'abord, un rappel du contexte. Au milieu du XXe siècle, l'île de la Réunion passe du statut de colonie à celui de département français. Nous sommes au début de la départementalisation en 1946. La période coloniale s'est achevée, mais un esprit paternaliste demeure. Madagascar est une priorité de la France dans l'océan Indien et concentre jusqu'au 26 juin 1960, jour de son indépendance, l'essentiel de l'effort national. La Réunion, quant à elle, non investie par la France métropolitaine, végète sans voir les effets de cette départementalisation. En 1954, la population de la Réunion est en augmentation extrêmement rapide grâce à une natalité très élevée et une mortalité en forte baisse. Les conditions sociales à la Réunion sont difficiles. Il faut donc la sortir de la misère. Michel Debré, ancien Premier ministre, est devenu député de la Réunion. Il est le leader absolu de la droite locale. En métropole, c'est le plein emploi, l'époque des 30 glorieuses, à l'inverse de la situation économique des DOM, c'est-à-dire les départements d'outre-mer. En 1963, il lance une vaste politique d'immigration pour la Réunion. Déjà dans des projets antérieurs, il avait été envisagé de déplacer des populations des Antilles en Guyane ou de la Réunion à Madagascar. 1963 voit la création par le gouvernement français d'un bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, appelé BUMIDOM. Son objectif est d'encadrer et d'organiser les migrations venues des départements d'outre-mer afin de désamorcer la crise sociale latente dans les DOM et de maintenir les DOM au sein de la République française. L'idée est d'organiser la migration de jeunes gens le plus souvent, permettant ainsi de répondre au surpeuplement de la Réunion et à son isolement, et de couper les mouvements indépendantistes de leur base supposée. En effet, la mission de Michel Debré est aussi de contrer l'emprise des communistes sur la population. C'est ce que nous explique le documentaire Une enfance en exil dont vous trouverez les références à la fin de cette vidéo. Pour lui, cette misère que connaît la Réunion est un terreau favorable à la montée du communisme. Il a pour objectif 8000 départs par an. Pour les adultes, des campagnes de publicité, d'encouragement au départ sont organisées. La France est présentée comme l'Eldorado, ils y trouveront un emploi et de bonnes conditions de vie. Il y a très peu d'emplois sur l'île et ils sont mal payés. Via le BUMIDOM, les ultramarins se retrouvent nombreux dans les services hospitaliers, municipaux et postaux. De même, pour vivifier des départements ruraux, on y crée des structures d'accueil dans le domaine sanitaire et social. Et concernant les adolescents et les enfants, on ne leur demande pas leur avis. D'après la commission qui enquêtera sur cet épisode de l'histoire des DOM, chômage, pauvreté, sous-développement mettent à mal la structure familiale. Les enfants en sont les premières victimes. Certains sollicitent les services sociaux. Nombreux d'entre eux, orphelins, abandonnés ou vulnérables et fragiles, sont alors pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Au départ sont ciblés les enfants abandonnés, orphelins de l'assistance, la jeunesse déshéritée ou irrégulière. La DAS est l'organe administratif, le maillon actif de cette migration d'enfants vers la métropole, au lieu de chercher à aider les familles sur place, comme la loi l'a prévu. Les assistantes sociales se rendent dans les quartiers pauvres des villes pour repérer les familles fragilisées par la misère avec une grande famille. Puis, elles leur proposent de manière plus ou moins autoritaire le placement en foyer d'un ou de plusieurs des enfants.
Après cette première séparation, la DAS fait pression sur les parents pour qu'ils autorisent le départ de leur enfant vers la France métropolitaine. On fait signer aux parents, ne sachant pas toujours lire et écrire, des documents signifiant que leur enfant devient pupille de l'État. Les pouvoirs publics de l'époque intègrent donc le transfert de mineurs vers la métropole dans la politique migratoire. En effet, la France d'après-guerre a besoin de main-d'œuvre. Dans ces années-là, la protection de l'enfance n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'enfant est plutôt considéré comme une chose, un objet de droit, dont on peut disposer, placer et déplacer selon l'intérêt des adultes, sans le consulter. Et puis il s'agit de sortir ces enfants de la misère et de faire leur bonheur, malgré eux. L'un de ces enfants est Jean-Jacques Martial, qui raconte son histoire dans un livre, Une enfance volée, où il écrit « L'État français avait décidé de s'occuper des orphelins de la Réunion, de les envoyer en France, où ils pourraient suivre des études et même être adoptés. Le problème, c'est que très vite, il n'y eut plus assez d'orphelins. Alors, les autorités ont décidé de choisir les enfants qu'elles jugeaient abandonnés. On a profité de l'illettrisme des gens pour leur faire signer d'un pouce des actes d'abandon lorsque ceux-ci n'étaient pas carrément falsifiés. » Dans les années 80, lorsque le gouvernement de gauche mettra fin à ces pratiques, des adultes qui se croyaient orphelins découvriront qu'ils ont toujours une mère, un père, une fratrie à La Réunion. Avant les enfants de la Creuse, d'autres enfants connurent un sort identique, comme Germain Grégoire, né en 1947 à Fort-de-France en Martinique. Le 2 août 2009, il raconte son histoire au journal La Dépêche. Elle se déroule en 1956. Son père, Honoré Marcel, est illettré. Il est aussi le seul fabricant de cercueils de l'île. Il possède quelques biens. Sa mère était instruite, dit-il. Elle n'était pas pauvre, il raconte. Mais un matin, avec mes 2 frères, Guy, l'aîné, et Henri, le cadet, nous nous sommes réveillés dans un jardin, le camp Balata, comme si nous avions été drogués, et 2 inconnus nous ont fait embarquer de force sur le Colombi. En France, l'oncle et la tante paternelle les accueillent et les emmènent à Tarbes, chez une dame qu'on leur demande d'appeler tante Rachel, et qui sera très vite leur chef de famille sur les papiers officiels. Ayant mené l'enquête, il reconstitue son histoire ainsi. Elle avait des racines à la Martinique, dans une riche famille blanche, raison pour laquelle elle avait pris ma tante comme bonne. Son carnet d'adresses était impressionnant. On y trouvait Yvonne de Gaulle. Elle appartenait à la bonne société catholique, s'occupait d'enfants abandonnés, et son rêve était de faire de nous de bons travailleurs ou des curés. Avec la complicité de l'administration locale, et sans doute dans un contexte de vengeance familiale, elle a profité de la situation de divorcée de ma mère pour qu'on soit enlevé et envoyé en France. Germain évoque une certaine complicité de la DAS. Il poursuit son récit. Plus tard, j'ai découvert que ma mère, toujours vivante, nous avait cherchés, qu'elle nous écrivait tout le temps, en vain. Elle ne nous a jamais abandonnés. À l'époque de ces migrations forcées, certains auraient pu s'en indigner, mais une ordonnance de Michel Debré stipulait que quiconque faisait état de dysfonctionnement d'une politique ou d'une administration était soumis à des répressions, de la prison, une expulsion du territoire. Les Réunionnais n'ont pas leur mot à dire, tout est verrouillé. Les mouvements autonomistes et indépendantistes, politiques ou syndicaux, dénoncent le Bumidum, qu'ils accusent d'appauvrir les dômes en faisant migrer les forces vives de leur nation. En effet, ceux qui partent sont ceux qui auraient pu aider au développement de leur territoire d'origine. En 1982, le Bumidom est supprimé. Il devient une agence nationale pour l'insertion et la protection des travailleurs d'outre-mer, qui vise à présent à aider à l'insertion des populations présentes en métropole et venant des DOM, et non plus à favoriser une migration. Selon les conclusions du rapport de la Commission rendu le 10 avril 2018, il semble aujourd'hui évident de dénoncer comme une hérésie l'implantation d'enfants de la Réunion à plus de 9000 km de chez eux, dans des campagnes de l'Hexagone frappées par l'exode rural. À l'époque, le contexte fait que la très grande majorité des esprits n'est choquée ni à la Réunion ni dans l'Hexagone. La dénonciation de la transplantation n'a finalement pris corps qu'avec la prise en compte des apports de la pédopsychiatrie. Comment se passait leur arrivée en France métropolitaine? Après leur arrivée à Orly, des nourrissons sont confiés à des familles adoptives. Les plus grands, souvent noirs ou métis, sont envoyés dans des centres d'accueil, à Guéret dans la Creuse, à Quézac dans le Cantal, à Albi dans le Tarn, ou à l'Espignan dans l'Hérault, etc. Puis les enfants sont dispersés dans des familles payées par la DAS de la Réunion. Les enfants réunionnais déplacés en Creuse sont accueillis, lors de leur arrivée, dans un foyer de Guéret. Certains ont été adoptés, d'autres sont restés en foyer ou ont servi de main-d'œuvre gratuite dans les fermes, peut-on lire dans M, le magazine du Monde du 27 août 2016. Les paysans à travers la Creuse, les utilisant alors comme bonnes à tout faire ou travailleurs sans salaire. Des familles sont payées pour en garder
Elles sont appelées les gardiennes, et ils sont corvéables dans des fermes. La plupart de ces enfants sont marqués à vie. À cela s'ajoutent parfois des maltraitances physiques et sexuelles, ou dans des foyers, ou dans des familles. Ainsi, des enfants sont dans de bonnes familles, et d'autres connaissent des sévices, comme en témoigne l'un d'eux, sévices qu'il a subis de 14 à 18 ans au foyer de Guéret. Dans le documentaire Une enfance en exil, des Réunionnais racontent que rien de ce qui leur arrivait ne leur était expliqué. On leur faisait croire qu'ils reverraient leurs parents. Partir pour la France allait leur permettre, pensait-il, de vivre là où tout est beau, fort, merveilleux. Quitter la Réunion, c'était quitter les abus que les plus grands faisaient sur nous, raconte le même témoin en parlant des abus sexuels subis dans un foyer à la Réunion où il avait été séparé de sa famille avant de partir pour la métropole. On disait aux parents que leurs enfants iraient dans de grandes écoles. Au sortir de l'avion, ils arrivaient dans un centre de triage. Quelles sont les conséquences pour ces enfants ? Déracinés, déculturés, les enfants se retrouvent le plus souvent en échec scolaire. Quelques-uns obtiennent le certificat d'études primaires, entrent en apprentissage, deviennent cuisiniers, boulangers, ouvriers, menuisiers. D'autres finissent garçons de ferme ou femmes de ménage. Enfin, certains perçoivent le RMI, devenu RSA. D'autres finissent par être internés dans des institutions psychiatriques. En effet, pour la majorité des enfants, ce déracinement est vécu comme un calvaire. Et certains passent de la pauvreté matérielle à la misère affective, comme le montrent les témoignages que nous allons aborder à présent. Ces transplantations ont causé des traumatismes profonds. Témoignage. Jessie Abrousse est née le 28 juin 1956 au Port, à La Réunion. Depuis plusieurs années, elle tente de reconstituer son histoire de transplanté, entre guillemets, non sans mal. Voici ce qu'elle dit après avoir eu accès à son dossier administratif. Lorsque j'ai lu pour mon frère, ma sœur et moi, caractère ethnique métis assez clair, ça m'a rappelé l'esclavage, des gens qu'on traite comme des objets. Et ces objets, c'était nous, des enfants. Ces mots ont été écrits sur un formulaire de la DAS de La Réunion le 16 avril 1967, qui les décrit comme tristes, fermés, avec des sautes de colère. Il est précisé que l'abandon est signé par sa mère en juillet 1966, ce qui veut dire qu'une adoption plénière est possible. Et pourtant, dit-elle, personne, malgré mes demandes répétées, n'a été capable de me produire cet acte d'abandon. Elle ne peut pas se fier à sa mémoire, qu'elle sait parcellaire, car, dit-elle, pour se protéger de certains mauvais souvenirs, ma mémoire a occulté pas mal de choses. Elle se souvient que chez elle, c'était la misère. Sa mère, illettrée, faisait des ménages. Elle ajoute « Notre grand-mère nous élevait. Je pense qu'elle nous aimait, mais elle était alcoolique, violente à jeun. Elle réunissait tous les critères pour la DAS réunionnaise. Elle a d'abord été mise dans un foyer à La Réunion, seule, sans qu'on lui demande son avis. Elle est arrivée le 7 octobre 1967 dans le Gers. Dans la fratrie, ils ont 11, 7 et 6 ans. Ils sont adoptés par un couple sans enfants d'environ 30 ans en 1968. Ils habitaient Auch, présentaient bien, des gens de l'éducation nationale, avec beaucoup de relations. Dès le premier été, elle a subi des attouchements par l'homme. Je suis devenue très agressive, très violente. J'ai voulu protéger mon frère et ma sœur, mais il a tout fait pour casser notre relation. À 12 ans, j'ai voulu me tuer. Ma mère, entre guillemets, disait que j'étais caractérielle. Il les battait à coups de règle et les traitait de bicots. C'était un pervers cruel, dit-elle. Mon frère a subi des humiliations ignobles aussi. Lorsqu'elle s'est confiée à l'assistante sociale en 1974, celle-ci ne l'a pas cru et pire, elle a tout répété à la mère, entre guillemets. Elle s'est enfuie dès qu'elle a été majeure. Marie-Josée Virapin témoigne à son tour. Elle a 11 ans, lorsqu'elle atterrit à Orly en 1969. Elle ne se souvient pas du voyage. Pour moi aussi, c'est presque une amnésie. J'ai l'impression qu'on nous a tous drogués. Le voyage, on l'a tous oublié. Je me suis juste réveillée à Orly, dit-elle. On avait assuré à sa mère qu'elle ferait de bonnes études, qu'elle reviendrait pour les vacances. Le billet d'avion serait payé. En fait, elle a été déclarée pupille de la nation, orpheline, de père et de mère. On leur a fait croire mutuellement à leur mort. Aux journalistes, elle dit « Ça a été une cassure terrible. On t'enlève d'un foyer, tu pars en France, sans un mot d'explication. Et il faudrait ensuite se construire sur ce rien, ce vide. Alors oui, ça rend sauvage, agressif, révolté. C'est difficile d'être normal dans une situation qui ne l'est pas. D'emblée, dès leur arrivée, on les dit débiles mentaux légers, et ils sont inscrits dans des classes de transition. On nous montrait du doigt. C'est dans le regard des autres que j'ai découvert ma couleur. Non seulement on était les négros, mais on était de la DAS, et classés idiots.
Ma rébellion a été totale. J'ai refusé toute adoption et je suis restée 10 ans à Saint-Clar. On s'y était refait notre petit monde entre réunionnais. C'était ça ma famille. Elle ajoute: j'ai réussi à faire ma place dans la société et j'ai eu mon bac à 45 ans. Jean-Jacques Martial est né le 27 mars 1959. Il vit une enfance heureuse chez sa grand-mère. J'avais 7 ans quand la 2 chevaux break est venue pour moi. Cette 2 chevaux est conduite par une assistante sociale de la DAS. Ceux qui partaient avec elle, on ne les revoyait jamais. Il se retrouve à Guéret, dans la Creuse. Il passe une première année de bonheur chez un couple, mais ces gens sont trop gentils aux yeux de l'administration, dit-il. Et puis, une famille de la Manche voulait l'adopter. Des intellectuels avec 2 petits garçons. Il n'est pas prévenu de son départ. Je me suis encore senti trahi. Le couple s'entend mal. Jean-Jacques n'a pas encore 15 ans lorsque le père abuse une première fois de lui, après l'avoir fait boire. Pire, ils ont divorcé et c'est moi qui l'a gardé, confie-t-il au journaliste. Jean-Jacques Martial raconte son histoire dans un livre, Une enfance volée, et celle d'autres enfants comme lui, malheureux. Il parle des fugues, des enfants exploités, des patrouilles avec des bergers allemands pour les rattraper. Lui-même devient cuisinier dans un collège pour fuir ce « père » entre guillemets, violeur. En reconstituant son passé, il découvre que ses vrais parents sont toujours vivants. Et lorsqu'il arrive à retourner à La Réunion en 2002, son père est décédé depuis 2 ans. La même année, il porte plainte contre l'État français pour « déportation » entre guillemets. Ce mot, le professeur Denoy, directeur de la santé, l'avait utilisé en 1975 pour dénoncer dans un courrier la nocivité de ces exils forcés sur les enfants réunionnais, avant d'être tensé par Michel Debré, nous apprend le journaliste. La petite sœur de Jessie, Patricia, raconte: « Nous, on a connu l'enfer. Avec son frère et sa sœur, ils sont arrivés dans le Gers en 1967. Les gens y étaient gentils, mais on a été adoptés par un couple d'auches. Le mari était très violent et la mère laissait faire. C'était des coups de règle de fer sur les cuisses, les fesses, des injures racistes pour tout, pour rien, une humiliation permanente. Elle n'a bougé que le jour où il nous a couru après avec une hache. » Elle ajoute: « J'ai grandi dans une telle dévalorisation de moi-même que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je suis toujours suivie et j'essaie encore de comprendre pourquoi on nous a donnés à des bourreaux. » Et aujourd'hui, certains des adultes qu'ils sont devenus ont alerté les médias et porté l'affaire devant la justice. Puis, ils ont alerté les politiques. Certaines victimes ont engagé des procès devant des tribunaux français et aussi devant la Cour de justice européenne. Ces procédures n'ont pas abouti, essentiellement pour des raisons de prescription des faits. Néanmoins, elles continuent leur combat pour faire reconnaître ce que l'État français leur a fait. En 2014, la députée Erika Barrett, présentant une proposition de résolution devant l'Assemblée nationale, expliquait au journal La Dépêche qu'il s'agissait non pas d'une démarche judiciaire, mais d'une démarche mémorielle et symbolique forte, puisque ce sera l'occasion d'inscrire officiellement, pour la première fois dans l'histoire de France, et en présence d'une délégation de victimes, cet épisode très douloureux pour la Réunion et pour la France. Cette résolution avait pour objectif de mieux faire connaître et mieux diffuser cette partie de notre histoire. Quelle réaction politique, quelle réaction de l'État français? L'Assemblée nationale a voté, sur proposition d'Erika Barrett, une résolution mémorielle en 2014 reconnaissant que l'État a manqué à sa responsabilité morale à l'encontre de ces mineurs. Le gouvernement a créé en 2016 une commission pour faire toute la lumière sur le sujet. Cette commission a remis son rapport le 10 avril 2018. Celui-ci fait près de 700 pages. Il a été rédigé après enquête, recherche dans les archives et suite à de nombreux entretiens auprès des différentes personnes concernées par ces déracinements d'enfants. En novembre 2017, le président de la République adresse une lettre au président des associations dans laquelle il déclare: « Cette politique était une faute, car elle a aggravé, dans bien des cas, la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. Certaines mesures ont été prises, comme par exemple faciliter la recherche d'informations sur leurs origines. Ainsi, de façon transitoire et sur demande individuelle, pour toutes celles et ceux qui souhaitent savoir s'ils appartiennent ou non à la liste des mineurs concernés, un formulaire est à leur disposition sur le site internet du ministère des Outre-mer pour faciliter les démarches et les recherches. » En parallèle, un travail est mené avec le département de la Réunion pour qu'à terme, l'ensemble des données soit géré par un seul interlocuteur, le conseil départemental de la Réunion. Dans le cas où un ancien mineur verrait son nom sur la liste, les éléments transmis lui permettront d'avoir accès à son dossier. Il existe également un dispositif de financement des billets d'avion vers la Réunion, pérennisé et sécurisé juridiquement à travers une convention avec le conseil départemental de la Réunion. À ce titre, un référent est également nommé aux archives du conseil départemental de la Réunion pour faciliter les recherches.
La commission préconise la création d'un lieu mémoriel, l'instauration d'une journée commémorative ou encore la place de cet épisode douloureux de l'histoire nationale dans l'enseignement et la recherche. Une recherche-action a été mise en œuvre depuis afin d'explorer les multiples problématiques afférentes au traumatisme de vie que constitue, pour les enfants de la Creuse, la déportation dont ils ont fait l'objet. Le professeur Malika Mansouri et le professeur Marion Feldman, psychologue clinicienne spécialisée dans les thématiques du colonialisme, de la migration et des ruptures de filiation, participent à la mise en œuvre de cette recherche-action et proposeront des pistes théoriques et opérationnelles afin de penser la problématique des enfants de la Creuse. La Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, FEDD, réunissant 5 associations, œuvre pour tous ces enfants déracinés.